Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qui est, en fait, une des plus grandes enquêtes de l'histoire de la science. On va suivre le récit de James Watson lui-même pour revivre cette course vraiment effrénée pour découvrir la structure de l'ADN. On est au début des années 50 et il faut s'imaginer une véritable course contre la montre. L'enjeu, percer le secret de la molécule qui contient ni plus ni moins le plan de la vie. Forcément, le prix Nobel est dans toutes les têtes et la compétition, elle s'annonce absolument féroce. Et tout ça, ça commence à l'université de Cambridge. C'est là qu'un duo, disons-le, assez improbable se forme. D'un côté, le jeune Américain un peu effronté, James Watson, et de l'autre, le brillant mais très, très bavard Francis Crick. Et à eux deux, ils décident de s'attaquer au problème. Ils en sont absolument convaincus. S'ils arrivent à trouver la forme en 3D de l'ADN, ce sera la clé. La clé pour enfin comprendre le mécanisme fondamental de l'hérédité. Comment, concrètement, les gènes se dupliquent et transmettent les caractères d'une génération à l'autre. Mais attention, Watson et Crick sont loin, très loin d'être seuls sur le coup. La ligne de départ est bondée. La concurrence est rude, et les rivaux, ils sont de taille. Le plus grand danger, la menace numéro 1, c'est Linus Pauling. On parle là du plus grand chimiste du monde, un véritable titan de la science. Tout le monde sait qu'à n'importe quel moment, il peut publier la solution et rafler la mise. Son ombre plane littéralement sur Cambridge. Et pendant ce temps, à quelques encablures de là, au King's College de Londres, un physicien, Maurice Wilkins, a déjà des indices cruciaux en main, des preuves photographiques. Techniquement, on peut dire qu'il a une bonne longueur d'avance. Et à ses côtés, il y a sa collègue, la brillante Rosalind Franklin. Elle produit des clichés aux rayons X d'une qualité inégalée. Le problème, les relations entre elle et Wilkins sont, pour le dire poliment, tendues. Du coup, accéder à ces indices vitaux devient quasiment impossible. C'est un vrai blocage. Alors, après avoir entendu quelques bribes d'infos lors d'une conférence de Franklin, des infos d'ailleurs incomplètes, Watson et Crick se précipitent. Ils construisent à la hâte leur tout premier modèle. Dans leur esprit, c'est sûr, ils ont trouvé. Alors, à quoi ça ressemble ce premier modèle? C'est une hélice à 3 chaînes avec l'épine dorsale à l'intérieur. Sauf que voilà, c'est truffé d'erreurs fondamentales. Des erreurs qui, très vite, vont leur coûter très, très cher. Arrive le moment de vérité. Ils présentent leur création à l'équipe du King's College. La réaction de Rosalind Franklin est immédiate et sans appel. C'est faux. Point. Sa critique est tellement précise, tellement redoutable, qu'en quelques secondes, elle met le doigt sur l'erreur fatale. C'est l'humiliation totale, la douche froide. Le directeur de leur labo est furieux et leur ordonne de tout arrêter. Fini le travail sur l'ADN. Le champ est désormais libre pour les autres. Pour Watson et Crick, à ce moment-là, la course, elle semble bel et bien terminée. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, une nouvelle tombe venue tout droit d'Amérique. Linus Pauling a son propre modèle. Ça y est, c'est le coup de grâce. Pendant un instant, tout le monde pense que la course est finie, que le géant américain a gagné. Mais, et c'est un retournement de situation incroyable, le grand Pauling a fait une erreur, et pas n'importe laquelle, une erreur de chimie de base. Pour un chimiste de son niveau, c'est presque impensable. Et cette erreur, elle offre à Watson et Crick une dernière chance complètement inespérée. Comme quoi, même les plus grands génies peuvent se tromper. L'enquête est donc relancée. Le jeu reprend. Et cette fois, il y a un indice, une seule pièce à conviction qui va absolument tout changer. Et c'est là que tout bascule. Au cours d'une visite à King's College, Maurice Wilkins, dans un geste qui va changer le cours de l'histoire, montre à Watson une photo. Une photo prise par Rosalind Franklin. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle photo. C'est le cliché le plus net, le plus parfait jamais obtenu de la forme B de l'ADN. Pour Watson, c'est un choc, une véritable révélation. Ce motif en forme de X, ça lui saute aux yeux. C'est d'une clarté aveuglante, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. C'est une hélice. C'est la preuve irréfutable, la fameuse pièce manquante. La course est relancée. Alors là, Watson n'attend pas. Il retourne à Cambridge à toute vitesse, les infos de la photo 51 gravées dans son esprit. Et à partir de là, tout s'accélère. Les dernières pièces du puzzle commencent à s'emboîter presque frénétiquement. Il reste quand même un dernier gros obstacle. D'accord? On a une hélice, une sorte d'échelle en colimaçon, avec les montants à l'extérieur. Mais les barreaux. Comment les bases, les fameux barreaux de l'échelle, s'assemblent-elles au milieu? Tout, absolument tout, dépend de la réponse à cette question. Et c'est Watson qui a l'éclair de génie. Il comprend soudain que les bases ne s'apparient pas n'importe comment. C'est toujours A avec T
et G avec C. Et cet appariement spécifique crée des barreaux qui ont tous exactement la même longueur. C'est ça la solution. Les deux chaînes peuvent alors s'enrouler en sens inverse l'une de l'autre pour former une double hélice parfaite. Le modèle final n'est pas juste correct, il est magnifique. D'une simplicité, d'une élégance absolue. Et c'est là tout le génie de la découverte. La beauté même de la structure explique comment la vie peut se copier elle-même, comment le gène peut se dupliquer à l'identique. La découverte est publiée dans la prestigieuse revue Nature en avril 1953. C'est un tremblement de terre. La biologie ne sera plus jamais la même. Mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas là. Et elle a, disons-le, quelques zones d'ombre. 9 ans plus tard, en 1962, le prix Nobel est donc attribué à Watson, Crick et Wilkins. Mais il manque quelqu'un sur la photo, une figure absolument essentielle, Rosalind Franklin. Elle est décédée tragiquement d'un cancer 4 ans auparavant, et la règle du Nobel est stricte, pas de prix à titre posthume. Elle est donc écartée de la récompense suprême. Il faudra attendre des années pour que Watson, dans l'épilogue de son propre livre, reconnaisse que sa première impression de Franklin était complètement fausse. C'est une reconnaissance tardive, mais il rend enfin hommage à sa contribution, qu'il qualifie de brillante et d'essentielle. Et toute cette histoire, finalement, nous laisse avec une question assez fondamentale. Elle nous rappelle que derrière les grandes découvertes, derrière les éclairs de génie, il y a un processus qui est profondément humain. Un cocktail complexe d'ambition, de collaboration, de rivalité et parfois de coups bas.